Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cyril Dion, auteur, réalisateur et militant écologiste, co-réalisateur aussi, vous le savez sans doute, de ce magnifique documentaire Demain, primé aussi par le César du meilleur film documentaire. Il est également l'auteur du petit manuel de résistance contemporaine. Engagé, on va en parler, vous allez le voir dans un instant, dans la lutte contre la crise écologique et la perte de biodiversité, Cyril Dion utilise aussi et surtout le pouvoir des récits pour inspirer des actions concrètes. Et d'ailleurs, son dernier film Animal, sorti en 2021, met très bien en lumière la crise écologique à travers les yeux de jeunes activistes. Ses œuvres, qui allient art, engagement et réflexion sur l'avenir de l'humanité, ont toujours un grand succès. Et bien justement, on va en parler tout de suite. Moi, je fais ce que j'aime, ce qui me donne envie de me lever le matin. Les médias participent à construire la conversation dans la société. Les médias participent à éduquer les gens ou à les désinformer. Et ces gens-là, qui n'y connaissaient rien, 9 mois plus tard, ils ressortent avec le plan le plus ambitieux que la France ne se soit jamais donné pour faire face à l'urgence climatique. Si on se dit que c'est les 10% les plus riches de l'élite économique qui influencent l'essentiel des décisions politiques et que ces gens sont majoritairement des gens qui travaillent pour les énergies fossiles, c'est relativement simple de comprendre pourquoi on en est là, quoi. Pour démarrer, Cyril, j'aimerais qu'on démarre sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à utiliser le cinéma, l'écriture aussi pour mobiliser autour des enjeux climatiques ? Quand j'ai commencé à être militant, je me suis rendu compte qu'on passait beaucoup de temps à décrire la catastrophe par le menu, de toutes les façons possibles, mais très peu de temps à se projeter vers l'avenir. Et on sait bien que si on veut entraîner les gens avec soi, il faut un plan, quoi. Tiens, c'est OK, tu veux m'emmener quelque part, mais tu veux m'emmener où? Ça ressemble à quoi? Si je vous dis, je vous emmène en vacances. Très bien. À quel endroit? On y va comment? Raconte-moi comment c'est. Non, mais même avant de savoir comment on y va, on a envie de savoir où on va. Et ce où on va, pour le raconter, il me semblait que le cinéma, l'art de façon générale avait la capacité de l'évoquer de façon plus puissante. Avec le cinéma, on peut parler à plein d'étages différents d'une personne. On peut parler à son intelligence, on peut parler à son imagination, on peut la faire s'identifier à quelqu'un, on peut lui raconter une histoire, on peut la faire rêver, on peut l'émouvoir avec de la musique, on peut lui provoquer des chocs esthétiques. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expérience. Et je pense que les humains ont besoin d'expérience. On le voit bien avec le changement climatique. Tant qu'il n'y avait pas de moyen de l'expérimenter, qu'on ne sentait pas la chaleur, qu'on ne voyait pas les incendies, qu'on ne voyait pas les canicules, etc., ça restait une idée assez générale qui ne mobilisait pas vraiment les foules. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez justement le chemin qui a été parcouru par vous et vos proches sur ces sujets-là du changement climatique, grâce justement à l'écriture et au cinéma, vous pensez que c'est la meilleure manière de le faire? En tout cas, vous êtes fiers de ce qui a été fait et du moyen que vous avez pris pour justement sensibiliser la population sur ces enjeux? Je ne me pose pas vraiment la question en ces termes. Ouais. Moi, je fais ce que j'aime et ce qui me donne envie de me lever le matin. C'est déjà hyper important. Oui, donc je ne me dis pas, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie? Et puis, il vaudrait mieux pas, d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à essayer de contrôler ce que vous faites en permanence, il n'y a rien qui vous échappe et il y a peu de chances que vous puissiez produire une œuvre qui touche des gens. Vous me disiez que vous étiez fier de tout le chemin parcouru. Non, c'est pas que je suis fier, c'est que je suis heureux quand il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont vu Demain ou qu'ils ont lu le petit manuel de résistance contemporaine et que ça a changé leur vie. Et j'ai eu des milliers de témoignages, c'est assez bouleversant de se dire qu'on a pu faire ça. Qu'il y a des gens qui ont changé de boulot, qu'il y a des gens qui ont choisi leurs études par rapport à ça, qu'il y a des élus qui ont mis en place des politiques publiques, des gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des films. Enfin, moi, je n'aurais pas forcément rêvé dans ma vie d'avoir autant d'impact. C'est vrai que quand on crée quelque chose, on rêve un peu secrètement que ça traverse la fine paroi qui nous sépare des autres humains et que ça leur fasse quelque chose. Donc oui, quand ça marche, c'est sûr qu'on est content. Vous disiez lors d'une chronique que vous avez faite sur France Inter la chose suivante, je vous cite: « Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'alerter sur le réchauffement climatique ? Après des décennies de mobilisation et d'alerte scientifique, on voit encore aujourd'hui que l'action, notamment l'action internationale et des États, elle reste assez limitée. Avec tous ces efforts de sensibilisation qui sont les vôtres, est-ce que
aujourd'hui, vous êtes dans une forme où vous ressentez une forme de lassitude face à une inertie collective? Bah oui. Mais non, mais ça fait 20 ans, moi, que je fais ça. Enfin, ça fait 18 ans. Quand vous répétez quelque chose depuis 18 ans, qu'on vous pose tout le temps les mêmes questions, Mm. tout le temps, je suis sûr Mm. que là, vous allez me poser les mêmes questions que d'habitude. Mais c'est vrai, c'est tout le temps les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi ça marche pas? Comment on peut aller plus vite? Alors déjà, il y a une partie de moi qui se dit, si je le savais, Ouais. peut-être que je l'aurais dit déjà, Mm. si j'avais une formule magique. J'ai aussi envie de dire, bah, en fait, ce que, ce que j'avais à dire ou ce que d'autres, on va dire, ça fait entre 20 et 50 ans qu'ils le disent. Donc, il y a un moment, en fait, le problème, c'est pas de continuer à poser les questions, c'est d'écouter les réponses, quoi. La question de la croissance, par exemple, j'espère qu'on va en parler quand même, parce qu'avec les entreprises, c'est quand même un vrai sujet. Le rapport Meadows, enfin, qu'on a appelé le rapport Meadows, qui fait l'objet en ce moment d'un roman passionnant qui s'appelle Cabane d'Abel Quentin. Il est sorti en 72. Hein. Donc en 72, il y a des gens qui disaient si on continue comme ça, la croissance va être un problème. Ils travaillaient au MIT, ils avaient fait des modélisations avec les premiers IBM, ils y ont passé des mois en recalculant dans tous les sens. Le livre s'est vendu à 15 millions d'exemplaires, la première édition. Il y a eu une deuxième édition qui a hyper bien marché dans les années 90. Et on en est toujours à dire il faut de la croissance. Et personne ne se pose la question. C'est-à-dire que là, vous parlez à des gens dans les entreprises, ils vous disent, ou à Bruno Le Maire, enfin bon, c'est plus lui maintenant, mais il dit, bah oui, il faut de la croissance, évidemment, il faut de la croissance. Sans jamais se dire, attends, en fait, là, il y a des scientifiques qui nous disent que la croissance est en train de créer le problème. Et toi, tu nous dis que si on fait plus de croissance, on va résoudre le problème qui a été créé par de la croissance au départ. Qui réfléchit comme ça, en fait? Personne ne réfléchit comme ça, sur aucun problème. Donc, d'une certaine manière, oui, j'en ai marre. Enfin, il y a un moment, j'ai envie de dire, bon, bah, les gars, débrouillez-vous, quoi. Parce que il y a encore, et c'est ce que je disais dans la chronique sur France Inter aussi, il y a encore une espèce de posture qui est de nous parler comme si c'était notre problème à nous. Je me souviens, j'ai fait une interview c'était à la matinale de France Inter, enfin, c'était un débat avec Dominique Régnier. D'accord. Qui est de la fondation, c'est le Fondapol, donc c'est un libéral, quoi, qui enseigne à Sciences Po. Et à un moment, donc on débattait, et Léa Salamé dit mais quand même, il faudrait vous poser des questions, parce que vous voyez, l'extrême droite, bah, eux, les gens votent pour eux, quoi. Et vous, bah, vous n'arrivez pas à convaincre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que c'est parce que nous, on ne le dit pas assez bien. Vous voulez que je vous le dise comment, en fait? C'est pas une histoire de communication. Avec des fleurs, que je vous engueule, que je vous fasse rêver, que je vous fasse un numéro de claquette. Enfin, et parce que dans le fond, je peux faire tout ça. Mais le problème, c'est que Léa Salamé ne considère pas que c'est son problème. Elle ne considère pas qu'elle est tous les matins à la matinale, qu'elle participe tous les matins à ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et que tout ça, ensuite, participe à ce que les gens vont faire dans leur vie, à ce qu'ils vont voter, au métier qu'ils vont choisir. Ben non, c'est de ma faute à moi. Donc les médias ont une vraie responsabilité. Évidemment, les médias participent à construire la conversation dans la société. Les médias participent à éduquer les gens ou à les désinformer. Dans une démocratie, les médias jouent un rôle fondamental parce que les médias, et on le voit là, on vient de passer 2 élections en France, on va avoir les élections américaines. Les médias jouent un rôle considérable dans la façon dont se forge l'opinion. Et donc, dont l'opinion ensuite va se traduire, notamment dans des votes, mais aussi dans de la consommation ou non. Enfin, donc, rôle fondamental, absolument fondamental. La question, c'est comment on continue justement à sensibiliser sans tomber dans le découragement, parce que le sujet est tellement important que j'imagine que vous allez le porter encore pendant des années, mais le risque aussi, c'est de tomber justement dans ce truc où on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que ce sujet me dépasse, bien qu'il nous concerne tous. C'est pour ça que la plupart du temps, quand il y a des personnes qui me posent la question, je leur dis, ne faites pas quelque chose dans votre vie pour sensibiliser. Activiste, c'est pas un métier. Moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est réalisateur, c'est écrivain, c'est poète. Ça, c'est mon activité. C'est ce que je fais dans la journée. Il se trouve que je le fais en essayant de parler de sujets qui
qui me touchent, en fait, qui me bouleversent, parce que la première fois où j'ai lu des papiers qui parlaient de points de bascule, de la possibilité que la planète devienne partiellement inhabitable, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'on n'en parle pas. Donc, moi, si personne n'en parle, je vais en parler, je vais me renseigner. Donc, il faut avant tout faire quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, comme je disais tout à l'heure, qui nous donne envie de nous lever le matin. Et ne pas attendre des résultats démesurés. C'est-à-dire que si moi, tous les matins, je me disais, bon, aujourd'hui, il faut que j'arrive à convaincre tout le monde de faire quelque chose pour le climat, pour la biodiversité, je me coucherais tous les soirs désespéré. Ouais. Il faut avoir une certaine lucidité, quoi. Comprendre comment le monde fonctionne. Et après, quand on commence, c'est pour ça que les jeunes militants, militantes, je me souviens avoir eu des conversations avec Camille Etienne, qui est devenue une très bonne amie, mais que j'ai connue quand elle avait 19 ans. On a été sur le tapis rouge à Cannes ensemble en 2019. Personne ne savait qui c'était. Ouais. Et je lui disais, ne fais pas que ça. Fais d'autres trucs. Fais des trucs qui te font du bien. Vois d'autres gens. Vois des gens qui ne te parlent pas d'écologie. Quand tu rentres chez toi, essaye de faire en sorte que personne ne te parle de ça. Mais c'est indispensable. Et puis après, la lucidité de voir que tu t'attaques à un sujet où il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'écouter, qui vont faire semblant de comprendre et de vouloir faire quelque chose, mais qui ont en même temps une idée fixe et vont continuer dans leur trajectoire. Parce que sinon, effectivement, on est tout le temps déçus. Ouais. Vous citez régulièrement des entreprises qui, en modifiant leurs pratiques, ont transféré une partie aussi de leurs responsabilités environnementales aux consommateurs. Vous prenez d'ailleurs régulièrement l'exemple de Coca-Cola pour ça. Très bon exemple. Selon vous, oui, mais justement, quelle régulation ou incitation les gouvernements devraient-ils, selon vous, mettre en place justement pour obliger ces entreprises à assumer pleinement leur impact écologique, eux, plutôt que de les transférer à leurs clients ou leurs partenaires? Il y a un truc qui était sorti dans les propositions de la Convention citoyenne, que moi j'avais trouvé génial, qui n'a évidemment pas été retenu par Emmanuel Macron. Ils avaient proposé, il et elle, une haute autorité des limites planétaires. On a une haute autorité de la sûreté nucléaire, par exemple, donc qui va surveiller qu'il n'y a pas de problème avec les réacteurs, qu'il n'y a pas de problème de sécurité, qui va mettre en danger la population. Et eux, quand ils ont entendu parler des limites planétaires, donc les 9 limites qu'il ne faut pas dépasser si on veut que cette planète reste habitable, qui ont été modélisées notamment par le Stockholm Resilience Center et un climatologue qui s'appelle Johan Rockström, ils se sont dit, c'est pareil, c'est des limites de sécurité. Donc, on devrait avoir une haute autorité qui vérifie que quand un gouvernement propose une politique ou quand une entreprise a un business plan ou un développement économique, tout ça reste dans le cadre des limites planétaires, que ça ne nous les fait pas dépasser. Ouais, très juste. Si on faisait ça, on rigolerait bien là. C'est-à-dire que tout le monde ferait genre... Et puis après, il faudrait évidemment une règle du jeu sur la façon dont on fait le calcul. Parce que j'ai eu des conversations, par exemple, là, je me souviens avec la directrice du développement durable de L'Oréal, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours la même, c'était il y a plusieurs années, et qui voulait absolument me parler pour m'expliquer à quel point c'était super tout ce qu'il faisait. Alors je dis, ok, racontez-moi, donc on se téléphone, et elle me raconte l'économie circulaire, les emballages, le truc, je dis, ouais, c'est pas mal, ouais. Et elle me dit, on travaille même avec les limites planétaires. Je dis, ah bon, L'Oréal, avec les limites planétaires? Ouais. Et je dis, d'accord, et alors, du coup, ça m'intéresse, comment est-ce que vous calculez la quantité de matière et d'énergie que vous avez le droit de prendre, vous, en tant qu'entreprise, dans le cadre des limites planétaires? Je dis, est-ce que vous indexez ça? Parce que j'avais une petite idée quand même. Je me suis dit, à mon avis, ils ont dû réfléchir comme ça, parce que je commence à les connaître un peu. Est-ce que vous avez calculé en fonction du nombre de clients que vous avez? Parce que vous avez 1 milliard de clients. Ouais. Donc vous avez dit, nous, on prend des ressources pour 1 milliard de personnes, parce qu'on a 1 milliard de clients. Et je sais que dans votre business plan, le but, c'est d'en avoir 2. Et elle me dit, oui, effectivement, il y a encore un peu de travail là-dessus. Bon, c'est là qu'il y a encore un petit truc à ajuster. Je dis, un tout petit truc, ouais. Juste un petit bouton comme ça. Toute petite variable d'ajustement. Et dans le cadre de L'Oréal ou dans le cadre de Coca-Cola, ce serait de dire, vous vous rendez compte la quantité de matière et d'énergie que vous allez prendre pour faire des emballages, la quantité de pétrole, la quantité peut-être d'énergie renouvelable demain qu'il aura fallu, la quantité de matière, à la fois de matières premières, mais de matières transformées, de gens qui ont travaillé dessus. Tout ça pour que, si c'est une bouteille, par exemple, en plastique de 50 centilitres,
il y ait quelqu'un qui l'achète dans une gare, qui la boive en 1 minute 30, qui la jette, Ouais. bon, dans le meilleur des cas dans une poubelle jaune, dans le meilleur des cas qui va être ensuite recyclé, pas toujours le cas. Dans le pire des cas, bah, je sais pas, dans un caniveau, puis ça part dans un égout, puis ça part dans un fleuve, puis après dans la mer, j'en sais rien. Tout ça pour 1 minute 30. Bah, à un moment, il faudrait que vous soyez responsable de ce truc, de toute la matière et l'énergie que vous avez mis en circulation, ce packaging-là. Bah, une fois que vous l'avez vendu, vous vous en désintéressez. C'est plus votre problème. Et je prends l'exemple de Coca-Cola parce que Coca-Cola, à l'époque, faisait des bouteilles en verre consignées. Donc, bah oui, ils produisaient des bouteilles en verre, ils les vendaient, et puis après, les gens les rapportaient, puis ils les récupéraient, puis ils les lavaient, puis ils les reconditionnaient, ils les remplissaient, ils les remettaient. Alors oui, c'était plus cher. Mais ça veut dire que vous voulez vendre des bouteilles de Coca, vous prenez la responsabilité de leur Bien sûr. fabrication et de leur usage et de ce qu'elles deviennent. C'est normal, ça devrait être normal. Et c'est la preuve que c'est possible. Et bah, c'est possible parce que ça existait, c'était comme ça. Ouais. Donc c'est juste une histoire de... C'est moins cher. Et de régulation qui n'existait pas, qui leur a permis de déléguer la responsabilité de s'occuper de ce packaging à des gens. Là aussi, sur des bouteilles en verre, c'est quand même fou. Une bouteille en verre, elle existe. Elle existe, elle a été fabriquée, tout ça. Vous allez boire, nous ce soir, là, moi je vais faire mon dîner, là. Hop, tac, on va boire du vin nature, parce qu'on aime ça. Et à la fin du dîner, on va jeter la bouteille pour qu'elle soit détruite, pour ensuite faire du verre, pour qu'elle soit reconstruite. Dis, mais elle est déjà là. Ouais. Pourquoi il faut la détruire pour la reconstruire? C'est débile mental. On a juste qu'à la laver et puis la réembouteiller, tout ça. Bah oui. Mettre une autre étiquette, si vous voulez. Bon. Ouais. Ça paraît logique comme ça. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ben non, parce que c'est trop cher ça. Je voudrais qu'on passe ensemble à l'écologie face aux préoccupations économiques des Français, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Selon un sondage de 2023 réalisé par l'Institut IFOP, les principales préoccupations des Français restent encore centrées aujourd'hui sur des enjeux économiques et sociaux, avant le pouvoir d'achat en tête, suivi par la sécurité et la santé. L'écologie, bien que de plus en plus discutée, et ça vous le dites très justement, n'arrive qu'en 6e position de ses priorités, malgré l'urgence climatique qui est reconnue par tous les experts. Sachant que l'écologie est souvent reléguée derrière ces préoccupations écologiques immédiates, comment vous pensez qu'elle pourrait, en tout cas, devenir une priorité pour la majorité des citoyens? Mais je pense qu'en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que ça dépend comment vous posez la question, ça dépend quand vous posez la question. Oui. Vous posez la question en plein été, en pleine canicule, avec des gens qui ont des incendies autour de chez eux, ne vous inquiétez pas que la réponse va être un tout petit peu différente. Et en fait, c'est déjà le cas parce que ce que peut-être une partie de ces personnes-là ne perçoit pas encore, mais va percevoir très rapidement, c'est que la question de leur santé est directement liée aux questions écologiques. C'est-à-dire que boire, manger, respirer, qui sont quand même des choses assez fondamentales dont on a besoin tous les jours, c'est lié directement à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau. C'est lié directement à des écosystèmes qui nous permettent de continuer à avoir de l'agriculture, des pollinisateurs par exemple, qui sont responsables de 30% de la nourriture qu'on a, mais aussi d'un climat qui, s'il est trop chaud, trop sec, va faire s'effondrer les rendements agricoles. Donc ça, c'est des préoccupations de base, si vous dites à quelqu'un. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus, manger ou regarder la télé? Je crois que c'est manger quand même. Donc tout ça est lié à la question écologique. Ouais. La question de la sécurité, en fait, c'est assez intéressant parce que pour l'instant, la sécurité, et là encore, c'est un problème médiatique, on n'en parle que sous l'angle est-ce qu'il y a des Noirs et des Arabes qui vont vous détrousser dans la rue et vous violer? Et on n'en parle jamais sous l'angle est-ce que dépasser les limites planétaires, ça ne nous met pas gravement en insécurité? Ouais. Est-ce que le fait de ne peut-être plus avoir suffisamment d'eau potable, ça ne nous met pas en insécurité? Est-ce que le fait de potentiellement avoir nos maisons qui sont submergées dans certaines zones par la montée des eaux, est-ce que ça ne nous met pas en insécurité? Est-ce que le fait que certains pays se retrouvent dans des situations tellement graves que, en gros, si on continue la trajectoire actuelle, c'est plus 3,2 degrés à la fin du siècle. Si tous les pays respectent les accords qu'ils ont pris dans les COP, c'est plus 2,7 quand même. Ça veut dire qu'en France, c'est plutôt plus 4.
Bon, il y a des endroits à plus 2,7 ou à plus 3, disons, en moyenne sur la planète. Il y a en gros entre 2 et 3 milliards de personnes qui vont subir chaque année des chaleurs extrêmes potentiellement mortelles. Ça, c'est un danger pour leur sécurité, Bien sûr. directement, leur sécurité vitale. On voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent de chaleur en Inde, au Pakistan, à la Mecque. Bon. Et ces personnes-là vont peut-être décider de ne pas rester à l'endroit où elles habitent. Et ça va peut-être poser des problèmes de sécurité, parce que ça va créer des conflits entre des pays. Non, mais des conflits parce qu'il y aura peut-être des migrations importantes, mais aussi peut-être pour pouvoir avoir accès à des ressources naturelles. Donc tout ça met en danger notre sécurité. Donc c'est toujours pareil. Les sondages, ça ne vaut que si vous avez donné à la personne que vous sondez les éléments pour se prononcer sur la question que vous lui posez. Ouais. Mais derrière, on se pose la question, plus je vous entends, plus je me dis, non seulement il n'y a pas forcément de volonté politique derrière, Pas forcément, non. mais au-delà de ça, est-ce que ça veut dire que l'écologie ne fait pas vendre, alors que pourtant on est tous concernés et qu'on le voit, les études montrent que même si derrière les préoccupations économiques, bien sûr, cette thématique de l'écologie nous concerne tous. Mais en fait, il est où le problème en fait? Il est extrêmement simple. Si vous voulez vraiment résoudre le problème de l'écologie, ce qu'on pourrait appeler la crise écologique, bien que ça ne soit pas vraiment une crise, puisque le changement climatique, ça ne va pas s'arrêter. En tout cas, si vous voulez faire face au péril écologique, dans son ensemble, c'est-à-dire en regardant les 9 limites planétaires et en ne se racontant pas que c'est juste décarboner qui va nous sauver, ça veut dire qu'il va falloir consommer radicalement moins de matière et d'énergie. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Troisième volet du 6e rapport du GIEC, ils se sont intéressés à cette question du découplage, qui est finalement le nouveau mot magique des technosolutionnistes, c'est-à-dire qu'ils disent « mais si, on va pouvoir faire de la croissance, mais de la croissance verte, de la croissance durable, du développement durable. » C'est-à-dire on va pouvoir continuer à garder notre croissance, mais on va découpler la croissance du PIB de la consommation et de la production et de la consommation de matière et d'énergie. C'est un mot magique. Malheureusement, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question et la synthèse qui a été faite justement dans le 6e rapport du GIEC et particulièrement dans le 3e volet, c'est que ce n'est pas possible de découpler non seulement à 100% pour toutes les activités économiques, il n'y a que certaines où on y arrive à peu près, mais on ne pourra pas le faire pour toutes les activités et surtout on ne pourra pas le faire assez vite pour résoudre le problème. Là, on a besoin, en gros, de réduire les émissions. Il faudrait réduire les émissions de 65% d'ici 2030. Dans un monde où, pour l'instant, la règle du jeu, qui est la règle du jeu capitaliste, libérale, c'est de faire du profit le plus vite possible. Donc d'avoir des activités qui sont rentables et qui sont rentables rapidement. Si on veut consommer radicalement moins de matière et d'énergie pour réduire, par exemple, nos émissions de 65% d'ici 2030 et arrêter de faire disparaître les espèces, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à faire du profit de la même façon. On ne peut pas continuer à faire de la croissance de la même façon. Donc, en fait, les entreprises qui ont aujourd'hui tout intérêt à continuer à faire un maximum d'activités pour gagner un maximum d'argent et pour faire un maximum de croissance, elles n'ont pas envie de faire de l'écologie. Et comme on vit dans un système démocratique très imparfait, où, comme de nombreuses recherches universitaires l'ont montré, l'essentiel des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés, et plus particulièrement par les 10% les plus riches de l'élite économique, et que les 10% les plus riches, si on regarde qui c'est, très souvent, par exemple, c'est des entreprises qui font des énergies fossiles. Si on regardait les 5 entreprises qui gagnent le plus en termes de chiffre d'affaires, pas en termes de valorisation boursière, vous trouvez encore 5 pétroliers en 2023. Si vous aviez fait ce petit comparatif il y a 5 ou 10 ans, ou même 20 ans, vous en auriez trouvé plutôt 8 sur 10. Donc, si on se dit que c'est les 10% les plus riches de l'élite économique qui influencent l'essentiel des décisions politiques et que ces gens sont majoritairement des gens qui travaillent pour les énergies fossiles, après, c'est relativement simple de comprendre pourquoi on en est là, quoi. Il y a 4 ans, vous aviez lancé une pétition pour sauver justement les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez récolté plus d'une centaine de milliers de signatures. 550 000 presque.
550 000, Mm. c'est énorme. Mm. Emmanuel Macron avait alors déclaré pour Brut ne pas avoir, je cite, de leçons à recevoir sur son bilan écologique. Est-ce qu'il y a malgré tout des progrès, des actions qui vous donnent des raisons d'être optimiste, de voir les choses peut-être un peu différemment, ou en tout cas, de manière plus positive, 4 ans après ce dialogue, ou ça reste encore compliqué? Pour moi, alors ça dépend. Si la question est de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron a fait des trucs bien qui me donnent de l'espoir, pas vraiment. Il y a quelques mesures qui ont été prises, et notamment qui émanaient du travail de la Convention citoyenne, qui sont très utiles, notamment le zéro artificialisation nette, qui casse bien les pieds d'un certain nombre d'élus locaux. Il a mis au milieu de la réflexion collective le fait qu'on avait besoin de laisser des espaces qui sont des habitats pour d'autres espèces vivantes, et donc, d'une certaine façon, d'essayer de commencer à cohabiter. Il y a eu un certain nombre de mesures comme ça qui sont pas inutiles, qui ont même permis de faire des progrès. Mais c'est petit, quoi. C'est petit, c'est long, c'est pas du tout à la mesure de ce dont on aurait besoin. De l'ampleur Justement, du problème. bah non. En revanche, moi ce qui me donne de l'espoir d'une certaine manière, c'est ce qu'on a fait avec la Convention citoyenne et que j'ai vu à plein d'autres endroits. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de préparer un documentaire sur la démocratie. Donc on va voir des expériences démocratiques, notamment de démocratie délibérative, comme ce qu'on a fait à la Convention citoyenne. Et c'est absolument magique de voir qu'à chaque fois qu'on permet à des gens lambda, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'intérêt économique particulier au problème, et qui n'ont pas non plus d'intérêt politique. C'est-à-dire, je voudrais me faire réélire, et si je prends telle mesure, je pense que je ne me ferai pas réélire. Donc on prend des gens, comme pour un juré d'assises, qui viennent et qui sont dans une position de devoir résoudre un problème complexe, mais dans une démarche d'intérêt général. À chaque fois que vous permettez à des gens de se mettre ensemble, d'avoir des experts qui leur expliquent quels sont les tenants et les aboutissants d'un problème, qui leur donnent des données un peu scientifiques, de pouvoir ensuite parler avec des gens qui sont différents d'eux, donc d'être confrontés à des points de vue qui ne sont pas les mêmes que les leurs, et de chercher ensemble une solution, à chaque fois, ils sont infiniment plus ambitieux et ils vont infiniment plus loin que les responsables politiques. Là, j'ai été voir dernièrement une convention citoyenne des agents de la ville de Lyon. C'est-à-dire que la commune de Lyon a dit, il y a 9000 agents, a dit aux agents, voilà, on vous propose de faire une convention citoyenne, donc il y en a 10% qui ont été tirés au sort, qui, pareil, ont travaillé avec des experts, des scientifiques, et qui ensuite ont délibéré pour formuler 17 propositions pour que la ville de Lyon devienne plus écolo. Ils ont présenté les propositions, et j'étais là, genre des trucs qu'aucun responsable politique n'oserait jamais faire. Et eux, ils le font. La Convention citoyenne, 150 personnes tirées au sort, des gens qui s'en foutaient, qui étaient climato-sceptiques, qui n'avaient aucune connaissance du sujet, qui n'avaient pas fait d'études pour certains, d'autres qui avaient fait plein d'études, qui venaient de banlieues où ils étaient parqués dans des ghettos, d'autres qui venaient de quartiers hyper bourges. Et ces gens-là, qui n'y connaissaient rien, 9 mois plus tard, ils ressortent avec le plan le plus ambitieux que la France ne se soit jamais donné pour faire face à l'urgence climatique. Ça pose quand même des questions, c'est quand même vachement intéressant. Dernier exemple pour finir sur le... On a été filmé là, à Washington, une expérience qui s'appelle des sondages délibératifs, pour revenir à notre histoire des sondages de tout à l'heure. C'est élaboré par un laboratoire de Stanford, qui a été créé par un chercheur qui s'appelle James Fishkin, et c'est donc un laboratoire de Stanford sur la démocratie délibérative. Son idée, c'est de dire, quand on pose la question à quelqu'un dans un sondage, on lui pose une question à un moment où il n'a jamais réfléchi à la réponse. On vous appelle chez vous, vous êtes en train de faire votre purée, et on vous dit, bon alors la politique monétaire de la France, est-ce que vous pensez que Bruno Le Maire a bien fait, très satisfait, pas satisfait? Mec, je suis en train de faire une purée, j'en sais rien, enfin, donne-moi des éléments, enfin tu vois, laisse-moi lire un livre, enfin, j'en sais rien. Mais les gens répondent, et on se base sur ce qu'ils ont répondu pour dire, vous voyez bien, les Français veulent ça. Donc lui, il s'est dit, on va faire une petite expérience. On va prendre un échantillon représentatif de la population américaine, donc où il y a un peu toutes les tendances.
On va leur poser des questions à froid sur justement tout un tas de sujets. Ensuite, on va leur proposer de passer une journée, un week-end, à faire 2 choses, donc qui est la même chose que ce qu'on a fait pour la Convention citoyenne. 1, délibérer avec des gens qui ne sont pas comme eux, donc confronter leur point de vue avec d'autres personnes qui vont pouvoir leur dire bah, pourquoi tu penses ça? Parce que moi, dans ma ville, il se passe ça. Et de pouvoir donc s'ouvrir à des perspectives nouvelles. Ah oui, très bien. Et ensuite, pouvoir interroger des experts sur le sujet pour avoir des données scientifiques. Ils font ça sur les différents sujets sur lesquels on les a interrogés. Et à la fin, on les resonde. Oh, bah dis donc, c'est bizarre, ils ne répondent pas la même chose. Incroyable. Parce qu'ils ont pris le temps de délibérer, de s'informer, de se former d'une certaine manière au sujet. Et donc, ils ont un avis beaucoup plus éclairé. Et qui est non seulement plus éclairé scientifiquement, mais qui est plus éclairé sur la réalité de ce que telle ou telle mesure pourrait avoir comme conséquence sur des gens qui ne sont pas comme eux. Et ça change tout. Et ça s'appelle de la démocratie. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que le seul moyen de s'en sortir face à l'urgence climatique, particulièrement ce sujet-là, enfin l'urgence écologique, on va dire, ce sujet-là qui est très complexe et qui est justement, qui crée des problèmes dans la société parce qu'il y a des intérêts contradictoires, parce qu'il y a une complexité qui est liée au fait que c'est partout, c'est à la fois l'énergie, c'est à la fois l'eau, c'est à la fois l'agriculture, c'est à la fois la consommation. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans aller vers une véritable démocratie. C'est-à-dire sans mettre en place des systèmes où on permet aux gens de se saisir de ces sujets-là ensemble et d'y apporter des réponses collectives qui soient acceptables par le plus grand nombre. Si on continue à croire que c'est en imposant par le haut des mesures qui vont devenir de plus en plus autoritaires, parce que plus la situation va devenir grave, plus il faudra bien prendre des mesures à un moment, comme pour le Covid. À un moment, on ne va pas demander leur avis aux gens sur leur mettre une taxe sur l'essence qui va faire que leur litre d'essence sera à 3 litres, à 3 euros, je veux dire. On ne leur demandera pas leur avis parce qu'il n'y aura pas le choix. Si on ne veut pas en arriver là, plutôt que de raconter aujourd'hui que les écolos veulent une dictature verte, c'est-à-dire de raconter n'importe quoi, on pourrait se dire que si on ne fait rien, on va vers une forme de régime beaucoup plus autoritaire. Et que si on veut s'en sortir, au contraire, les écolos, ce qu'ils proposent, c'est d'aller vers beaucoup plus de démocratie que ce qu'on vit aujourd'hui, où encore une fois, on vote pour des gens qui prennent des mesures qui sont influencées par les 10% les plus riches de l'élite économique. Ce n'est pas ce que j'appelle vraiment une démocratie. Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ? Mais bien sûr que j'en ai parlé avec Emmanuel Macron, je lui ai proposé de faire la Convention citoyenne. Parce que c'est un sacré... Mais j'adore cette question parce que je l'ai souvent, je l'ai encore eu, là j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram après une des chroniques sur France Inter. Ça m'arrive hyper souvent dans les débats, notamment après les films. Les gens me disent « Mais est-ce que vous avez montré ce film à Emmanuel Macron et aux députés ?» Comme s'ils n'étaient pas au courant, quoi. Je trouve que c'est hyper mignon. Oui. Genre, comme si, en fait, ils allaient voir le film et ils allaient se dire « Ah merde !» C'est ça. On avait loupé ça. Mais, ah non, mais bien sûr, mais maintenant que je le sais, je vais faire quelque chose. Bien sûr. Bon. Ouais. Donc, je suis obligé de dire aux gens, mais ils le savent, vous savez. Ils sont au courant. Ouais. Emmanuel Macron est au courant qu'en fait, ce n'est pas vraiment une démocratie. Parce qu'en fait, son but, à lui, c'est de garder le pouvoir, coûte que coûte. D'ailleurs, ces temps-ci, ça se voit de plus en plus. Donc, a priori, il est tout à fait au courant. Mais le problème justement des bascules de société comme ça, c'est que les gens qui sont au pouvoir, en règle générale, c'est ceux qui ont le moins envie que ça change. Parce qu'en général... C'est fou, ça. Bah non, c'est pas fou. C'est-à-dire que Louis XVI, il n'avait pas vraiment envie de faire une république. Quand vous êtes dans des systèmes de domination, et on est dans des systèmes de domination, ceux qui dominent, ils disent « Moi, je trouve que ça va, là. On est bien, non ?» Et ceux qui sont dominés disent « Je suis pas sûr, hein, parce que travailler dans ce champ de coton, juste pour aucun salaire, en me faisant fouetter et en étant l'esclave de quelqu'un, je trouve que c'est pas génial. » Si, quand même. Et puis si on abolissait l'esclavage, tu sais, l'économie s'effondrerait. Donc, dans le doute, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste comme ça. C'est ça qu'on entend aujourd'hui. Bien sûr. Il y a encore un peu de boulot. Cyril, il faut aussi qu'on parle évidemment de votre documentaire Demain, qui illustre précisément la démarche suivante. Plutôt que d'insister sur la catastrophe à venir, vous avez choisi plutôt de montrer des solutions concrètes, positives aussi, un peu partout à travers le monde. Ce film, je pense qu'on peut revenir dessus rapidement, il a eu un immense succès, sans doute grâce à aussi son optimisme et à sa capacité à inspirer à l'action. Vous, après Demain, est-ce que vous avez constaté un impact
durable des initiatives que vous avez montrées dans votre film à l'échelle mondiale et surtout comment vous pensez aujourd'hui pouvoir encourager de telles solutions tout en tenant compte de l'urgence climatique, de l'urgence globale que vous explorez aussi davantage dans une autre œuvre qui est Animal et dont on va parler dans un instant. Mais est-ce que agir local, chacun à notre manière, c'est peut-être la meilleure des solutions? En fait, comment dire? Si on veut imaginer qu'il y a une sorte de bascule dans nos sociétés, de façon générale, de métamorphose, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça qui crée la difficulté. C'est qu'on a besoin de changer la règle du jeu. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était en train de jouer au Monopoly. Et si vous êtes en train de jouer au Monopoly, le but du Monopoly, c'est de récupérer tout l'argent et de ruiner les autres. Donc, vous pouvez avoir les gens les plus formidables de la Terre, vous pouvez faire jouer Martin Luther King, Gandhi, Mère Teresa. S'ils jouent au Monopoly, il y en a un qui va ruiner les autres. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Donc, le but, aujourd'hui, c'est pas de changer les personnes, c'est de changer de jeu. Et pour changer de jeu, comme à des époques où on a changé de jeu, quand je sais pas, on est passé de la monarchie à élire des gens, une forme de démocratie, on va dire, à la République, quand on est passé d'un monde où il y avait l'esclavage à un monde où il n'y avait plus l'esclavage, ces bascules-là, elles demandent, à mon sens, 3 éléments qui rentrent en conjonction les uns avec les autres. Le premier élément, ce sont des récits nouveaux, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'imaginer le monde autrement que comme il est. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec Demain. C'est d'aller voir des gens qui étaient déjà capables d'imaginer, tiens, comment on pourrait faire de l'agriculture en régénérant les écosystèmes sans pétrole et sans pesticides. Tiens, mais comment on pourrait repenser la création monétaire? Parce que aujourd'hui, la création monétaire, c'est essentiellement les banques privées qui créent l'argent par la dette. Et c'est ça qui nous oblige à faire de la croissance. Tiens, mais comment on pourrait faire autrement? Des gens qui réinventent la démocratie. Tiens, il y a les Islandais, ils ont réécrit leur constitution. Tiens, on pourrait aller voir ça, raconter cette histoire. Ça, c'est des récits. Et on a besoin de ces récits justement pour se donner ce que Zdra Popovic, qui est un révolutionnaire serbe, qui est un de ceux qui a fait tomber Milosevic dans les années 2000, qui a écrit un bouquin que j'adore qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes ». Il dit, quand on fait une révolution, il faut avoir une vision pour demain. C'est un cap, un endroit où on veut aller. Demain, c'était ça. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça que les gens avaient envie de voir le film. Il y a effectivement 1 200 000 personnes qui ont vu ça au cinéma. Pour un documentaire, c'est sur l'écologie, c'est lunaire. Il est sorti dans 30 pays, on a eu un César, enfin bon, bref. Et ça a occasionné des milliers et des milliers d'actions, comme je le disais tout à l'heure, parce que tout d'un coup, il y avait une perspective, il y avait un truc qui faisait rêver, qui créait du désir. On disait, mais c'est génial ça, cette façon de faire de l'agriculture, j'ai envie de faire ça. Plutôt que de m'emmerder derrière un bureau comme un crétin toute la journée derrière un ordinateur. Oui, puis vous trouvez que c'est possible aussi. Et c'est possible. Chacun et il y a des gens, échelle. exactement. Et il y a des gens qui me ressemblent, qui l'ont fait. Donc moi aussi, je peux le faire. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont des rapports de force. Il y a toujours eu des rapports de force. Si vous regardez la fin de l'esclavage, ils ne sont pas dit je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude sur le fait qu'avoir des esclaves, c'était pas génial. Ça a commencé par des émeutes dans les plantations. La Révolution française, c'est pareil, des rapports de force. La fin de la ségrégation, des rapports de force. Bon. Donc, il y a un moment où les personnes qui sont au pouvoir et qui veulent surtout pas que ça change, il faut leur expliquer de façon plus ou moins ferme qu'il est temps de s'en aller maintenant. Et qu'il est temps de laisser la place pour que, justement, tout ce qu'on a mis dans les récits puisse advenir, empêcher qu'ils arrêtent de mettre le couvercle sur la casserole. Et le troisième élément, c'est souvent des circonstances historiques qui vont jouer un rôle de catalyseur, qui vont précipiter les choses, comme on dit en chimie. Donc typiquement, par exemple, le droit de vote des femmes en Angleterre, il y a des gens qui, depuis le 19e siècle, étaient capables d'imaginer que les hommes et les femmes pourraient avoir les mêmes droits. Emily Pankhurst, notamment, qui avait commencé en 1870 à créer des comités, à faire des marches, à aller voir des politiques. Bon. À un moment, elles se sont dit, on a l'air de demander gentiment depuis plusieurs décennies, ça ne marche pas, on va être un peu plus ferme. Donc, le mouvement des suffragettes crée un rapport de force beaucoup plus musclé. Et il y a une circonstance historique qui se produit, qui est la Première Guerre mondiale. On estime qu'il y a 2 millions d'hommes qui partent au front. Les femmes les remplacent dans tout un tas de secteurs de l'activité. Et à l'issue de la guerre,
le pays se retrouve dans une situation un peu inédite, du coup fait une réforme du suffrage universel. Et dans cette réforme du suffrage universel, il se dit, bon, peut-être Quand que même. les femmes Ah oui. pourraient éventuellement... Bon, en 1918, c'était les femmes de plus de 30 ans. Ouais. Et il a fallu attendre encore 10 ans pour avoir des femmes de plus de 18 ans. Ce que je veux dire, c'est que c'est cette alchimie-là, en fait, qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'inventer des trucs nouveaux. Et moi, je pense que raconter ces histoires-là, c'est très important parce que ça donne des idées à plein d'autres gens et ça leur ouvre un espace de possible. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est « Ah, on pourrait faire comme ça ». Et il faut des gens qui créent des rapports de force, justement, pour que les règles du jeu changent et que ça laisse la possibilité à ces gens-là de faire plus. Et le changement climatique va être sans doute la circonstance historique qui va précipiter les choses, parce que plus il y a des gens qui vont subir de façon dramatique les conséquences, plus ils vont se rebeller, se révolter. Quel message vous souhaitez passer aux jeunes aujourd'hui, qui peut-être nous regardent ou nous écoutent, qui font partie chacune de cette nouvelle génération? C'est pas toujours facile, ils ont des énormes défis qui les attendent aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai une phrase que je dis souvent qui est... mes amis se moquent très régulièrement de moi pour cette phrase, qui est une sorte de maxime vraiment à 2,50 balles, où, parce que j'ai sorti ça un jour en conférence, j'ai dit « Le but de la vie, c'est de vivre ». Et je pense, C'est déjà pas mal. et je pense que, en fait, ça se résume un peu à ça. Finalement, on est quand même dans une situation un peu dramatique, les humains. Enfin, je veux dire, on va mourir à la fin, on le sait. Oui. C'est un drame. A priori, on va tous y passer. Comme disait Woody Allen, la mort, j'ai beaucoup réfléchi, je suis contre. Et effectivement, c'est affreux. Mais on passe pas notre temps à se lever en se disant « Ah, je vais mourir, ah, je vais mourir ». Donc, je fais rien. On se dit au contraire, comme la vie est courte, il faut qu'elle soit passionnante. Il faut que chaque jour soit une occasion de vivre des expériences supplémentaires. Donc, moi, je pense que, et c'est la promesse que je me suis fait quand j'étais ado, il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais regretter potentiellement quand je serai sur mon lit de mort. Est-ce que je vais regretter d'avoir pas suffisamment travaillé? Genre, ah, j'aurais dû aller plus au boulot, là. Ah. Est-ce que je vais regretter d'avoir pas fait assez de croissance économique? Ou est-ce que je vais regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec les gens que j'aime profondément, de ne pas avoir découvert des choses que je ne connaissais pas, de ne pas avoir appris des trucs, de ne pas avoir été utile aux autres, de ne pas avoir donné le plus possible de sens à mon existence? C'est ça que je vais regretter. Donc, comment est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Comment est-ce que je peux le faire dans le métier que je pratique? Comment est-ce que je peux le faire avec les gens qui m'entourent? Comment est-ce que je peux le faire à l'endroit où j'habite? C'est-à-dire en transformant l'endroit où j'habite, en construisant un monde dans lequel j'ai envie d'habiter. Et comment est-ce que je peux le faire collectivement, en participant à des luttes, à des rapports de force, pour justement me battre pour ces idées-là. C'est-à-dire se dire, bah, si moi je veux vivre ça, je veux que tous les êtres humains puissent vivre ça. Qu'est-ce qui les en empêche? Et comment est-ce que je peux me battre pour que chaque être humain ait le droit de vivre cette expérience sur Terre de la façon la plus sublime possible? Très rapidement, avant qu'on termine cette interview, à quoi ressemblerait le monde idéal, selon vous, Cyril Dion? Bah, un monde un peu comme ça? Un monde idéal, c'est un monde où on a le choix déjà. Où on n'a pas un couteau sous la gorge pour aller travailler tous les matins parce qu'il faut payer un loyer et rembourser des crédits. C'est un monde où on peut choisir comment on va occuper ses journées. Un monde où on est en contact avec la beauté en permanence, où on n'est pas justement pris dans des ghettos de laideur, où on est en contact avec le vent, avec les arbres, avec la lumière, où on a tout ce dont on a besoin. On a un toit sur notre tête, on a de quoi se nourrir, et on a du temps pour, comme je le disais, se rendre utile aux autres, développer nos talents. Il y a des gens, leur talent, c'est de soigner les autres. Oh, c'est super. Il y a des gens, leur talent, c'est d'agencer des designs de permaculture sublimes pour produire de la nourriture. Oh, génial. Il y a des gens, c'est d'écrire de la poésie et de rendre les autres un peu plus heureux. Et puis, il y en a qui ont plein de talents, qui peuvent faire pousser des légumes et écrire de la poésie, mais aussi construire des villes. Imaginer des endroits vraiment super où on puisse vivre ensemble, où il y a à la fois des bâtiments très beaux, mais aussi des arbres, mais aussi où on puisse se déplacer, où on puisse faire la fête, où on puisse, j'en sais rien. En tout cas, où on puisse mettre nos talents au profit de construire un monde super. Un monde meilleur.
Pour terminer, quelques questions un peu plus personnelles, peut-être avec des réponses courtes, pour le coup, qu'on a l'habitude de poser à tous nos invités dans ce podcast, toujours en lien avec votre engagement. Le premier, je crois que je connais la réponse, mais vous allez me dire, c'est un film inspirant. Si on devait ne voir qu'un seul film ou qu'un seul documentaire pour mieux comprendre les enjeux écologiques actuels, évidemment, bien sûr qu'on pense à Demain, peut-être que s'il y en a un autre qui vous a marqué. Moi, j'adore La Belle Verte de Colin Serrault. Ça date de 1995, c'est une comédie. Et elle avait déjà tout dit, plus ou moins. Ouais. Mm. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps, si vous pouviez changer un événement historique pour avoir un impact positif sur la planète, lequel serait-il et pourquoi? Si j'avais la possibilité de faire ça, je remonterais dans les années 70. Je pense au moment où il y a eu la bascule. Il y a ce livre passionnant de Nathaniel Rich qui s'appelle Perdre la Terre, la décennie 79-89, où en gros on aurait pu encore vraiment réorienter la question climatique et on ne l'a pas fait. Bah, j'essaierai d'aller à cet endroit-là pour empêcher ceux qui nous ont empêchés d'agir, de nuire. Est-ce qu'il y a une citation, un mantra qui guide vos actions aujourd'hui? Bah, justement, dans Animal, le film que j'ai réalisé en 2021, Éloi Laurent, qui est économiste pourtant, se retrouve face à Bella, qui a 16 ans, et elle lui dit « Est-ce que vous pensez que notre espèce a une destination, has a purpose ?» Oui. Est-ce qu'on Un a sens, est-ce qu'il y a un sens à ce que notre espèce existe? Et il dit, pour moi, le sens d'être sur cette planète, c'est d'aimer et d'être aimé. Mm. Il n'y a pas de chose plus importante pour moi. Mm. Et je pense que c'est le cas pour tous les êtres humains. Et je pense qu'il y a une immense majorité des gens qui aujourd'hui font n'importe quoi, qui nuisent profondément à cette planète, qui auraient besoin que quelqu'un les prenne dans ses bras et dise « Tout va bien, Ouais. je t'aime, je t'aimerai toujours, de façon inconditionnelle. Repose-toi, ça ira. » Besoin d'être rassuré et Je pense que si on leur aimé faisait en ça, soi, ouais. Le monde irait mieux. irait sans doute mieux. C'est souvent des mecs en plus. Est-ce qu'il y a une musique qui vous donne envie d'y croire, qui symbolise l'espoir peut-être? Quand ça va pas, j'écoute les Beatles. C'est mon médicament. Ouais. Ça a toujours été mon médicament. Où je chante les Beatles avec mes copains. Un antibio plutôt sympa. Et si vous êtes président demain de la République française et que vous avez les clés du pays, ce serait quoi votre première mesure? Ce serait de mettre en place une véritable démocratie. C'est-à-dire de créer dans nos institutions le moyen que l'ensemble de la population participe à prendre des décisions. Donc référendum d'initiative citoyenne délibératif, assemblée citoyenne, capacité d'intervenir en tout cas dans la politique budget participatif obligatoire pour les politiques publiques, ce genre de choses. Et la politique demain? Non, pas du tout. Non, c'est pas trop votre truc. Bah, non, enfin, en fait, mon truc, c'est de raconter des histoires. C'est ce que j'ai fait là pendant 1 heure. Mais non, si je fais de la politique, en tout cas dans le monde actuel, je tomberais malade. Ouais. Puis j'ai trop besoin, comme beaucoup d'artistes, j'ai besoin qu'on m'aime. Et c'est pas une bonne idée. François Mitterrand, à qui on demandait quelle est la bonne qualité pour être un président de la République, il avait répondu l'indifférence. Donc, quand on a envie d'être aimé, l'indifférence, ça marche pas. Ça montre tout, effectivement. Merci infiniment, en tout cas, Cyril Dion, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez apprécié cet entretien.